ingénieur logiciel plutôt dans le web depuis 2009. J'ai 7 ans d'expérience et j'ai passé plusieurs années chez un fabricant de solutions d'authentification forte qui était vente de la FinoAlliance. Ça, je vais parler plus en détail plus tard. Comme j'étais récemment reçu mon emploi, j'ai extrait un petit bout de mon CV avec des compétences et la rédaction de PowerPoint qui n'est pas mon fort, donc ce sera assez basique. Alors, avant de parler d'authentification forte, je vais vous parler d'authentification simple. L'authentification simple, c'est ce que vous connaissez sûrement tous, enfin, vous connaissez tous, c'est quelque chose que l'on connaît. Donc ça se présente sous quelle forme? C'est un login et un mot de passe. Alors, quels sont les inconvénients de l'authentification simple? C'est que les utilisateurs, comme c'est quelque chose qu'ils doivent connaître, ils ont tendance à utiliser des mots de passe faibles. Donc ça, c'est une image qu'on voit assez souvent qui représente les mots de passe qui ont été extraits de différentes bases de données qui ont leaké sur Internet. Donc c'est des mots de passe très utilisés sur Internet. On voit que beaucoup d'utilisateurs utilisent Password tout simplement, ou des suites numériques, ou QWERTY qui correspond aux premières lettres du clavier américain. Donc on se rend compte que les utilisateurs ont tendance à avoir des mots de passe faibles. Un autre inconvénient du login et du mot de passe classique, c'est que comme il faut retenir les mots de passe, et si on force les utilisateurs à mettre des mots de passe complexes, c'est qu'ils vont réutiliser leur mot de passe sur plusieurs sites. Alors en soi, on peut penser que ce n'est pas un si gros problème que ça si notre site en lui-même il est sécurisé. Le problème, c'est que si votre site n'est pas sécurisé, d'autres sites le sont moins. Et donc ça, c'est un extrait d'un site web qui recense, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, d'accord. C'est un site web qui recense les plus grosses brèches, les plus grosses listes de mots de passe qui ont été exposés au net. Donc ça remonte jusqu'à 2007, là j'ai l'extrait jusqu'à 2016. Donc on voit qu'il y a plusieurs millions de sites web, enfin plusieurs millions de mots de passe qui sont exposés régulièrement en ligne. Donc il suffit qu'un utilisateur utilise le même mot de passe pour un site sécurisé et un de ces sites qui a été non sécurisé, qui n'a pas été suffisamment sécurisé pour que son mot de passe en fait, soit connu d'un attaquant potentiel. Alors, il y a aussi de plus en plus d'attaques qui visent à récupérer les mots de passe des utilisateurs. Donc on entend souvent parler de phishing. La variante spear phishing, c'est du phishing encore plus ciblé. Donc les phishing ont envoyé un mail frauduleux à plein d'utilisateurs aux couleurs de l'entreprise, d'une entreprise où on veut récupérer le mot de passe. L'utilisateur il va rentrer sur l'identifiant, on va lui dire tiens on a perdu votre mot de passe, veuillez rentrer votre mot de passe, il va rentrer son mot de passe et du coup l'attaquant aura récupéré le mot de passe de l'utilisateur. Le spear phishing c'est encore plus ciblé, donc c'est vraiment une attaque ciblée sur un utilisateur en particulier, donc là ce sera encore plus difficile à détecter parce que ce ne sera pas toute une campagne et les différents systèmes de détection, comme c'est pas quelque chose qui est vu sur beaucoup de comptes, c'est plus difficile à détecter. Alors ensuite, il y a aussi le risque que l'ordinateur de l'utilisateur soit vulnérable. Donc s'il y a un plugin malveillant sur son ordinateur ou une application malveillante, ces mots de passe peuvent être volés par un attaquant. Les mots de passe peuvent aussi être récupérés par social engineering. Donc, comme les utilisateurs utilisent souvent des noms de personnes qu'ils connaissent ou des dates cruciales de leur vie, en cherchant un peu dans la vie de ces utilisateurs-là, on peut retrouver ces dates et par extension retrouver leur mot de passe. Il y a aussi des attaques de type keylogger et il y a d'autres attaques possibles. Donc, j'ai mis une petite image pour illustrer ça. Donc, l'ordinateur qu'ils ont retrouvé est crypté. Un des personnages propose de construire un cluster à plusieurs millions de dollars pour déchiffrer l'ordinateur et au final l'autre bonhomme il propose de prendre un bâton à 5 $ pour le taper jusqu'à ce qu'il donne son mot de passe. Donc il y a vraiment beaucoup de façons de récupérer le mot de passe de l'utilisateur. Alors, à partir de là, on part sur l'authentification forte. Donc l'authentification forte, le principe, c'est d'utiliser plusieurs facteurs d'authentification. Donc il y a toujours quelque chose que l'on connaît, donc c'est le login et le mot de passe de l'utilisateur toujours, mais on va rajouter à cela quelque chose qu'il possède, donc ce sera via un générateur de code, un téléphone mobile,
un code qui sera imprimé et qui lui sera envoyé physiquement, ou une carte ou un périphérique USB. Et on peut aussi utiliser ce que l'utilisateur est. Donc là, on parle de biométrie, mais je ne vais pas parler de biométrie parce que l'inconvénient de la biométrie, c'est que si on vole des données biométriques, ben, on ne peut pas changer ce qu'on est. Donc une fois que notre empreinte a été volée, on ne peut pas la changer. Donc je ne vais pas parler de ça. Alors je vais donner un exemple d'authentification forte, de transaction qui s'apparenterait à une authentification forte que tout le monde connaît tous les jours. Donc c'est le distributeur de billets. Donc on possède une carte à puce, notre carte bancaire, on connaît le code, on va au distributeur, on rentre ce code, et si toutes les données sont correctes, le retrait est autorisé. Alors, qui parmi vous utilise de l'authentification forte sur des sites en ligne Ah, quand même. C'est pas mal. Donc maintenant, je vais parler de plusieurs méthodes d'authentification forte. La première méthode dont je vais parler, c'est le code SMS. Donc comment ça marche? On rentre son login mot de passe et ensuite on envoie un code par SMS qui permet de valider la transaction. Donc on vérifie ainsi que l'utilisateur a bien le téléphone qui a été renseigné lors de la configuration de son compte. C'est très fréquent, c'est utilisé en backup pour Google et Facebook, et c'est utilisé en moyen principal d'authentification pour les transactions bancaires avec le processus 3D Secure. Donc ça a des avantages, c'est que presque tout le monde a un téléphone portable, et c'est assez simple et rapide pour l'utilisateur. Ça a aussi des inconvénients, c'est qu'il faut que le téléphone ait de la batterie. Avec les smartphones, c'est de plus en plus problématique. Et un SMS est assez facile à intercepter, il suffit d'une application malveillante sur le téléphone et hop, il peut récupérer les SMS. C'est aussi assez coûteux pour le développeur. Donc envoyer un SMS à tous ses utilisateurs de façon régulière, donc quand on est à Google ou Facebook, on s'en fout. Dès qu'on est une petite entreprise, les tarifs sont vite très élevés et il n'y a aussi aucun standard. Alors je vais parler d'une autre méthode, c'est le push applicatif. Ça, c'est par exemple proposé par Facebook et Steam. Alors, dans le même modèle que le système précédent, après l'authentification, on va envoyer un push sur une application qui sera installée sur le smartphone de l'utilisateur. Il va cliquer, donc voulez-vous autoriser cette connexion? Il clique sur oui et il est connecté sur le site. Donc là, par rapport à la méthode précédente, il n'y a plus de code à recopier, mais ça nécessite d'avoir une application. Donc le bonus, c'est que, les points positifs, c'est qu'on a aussi un large public cible, tous les utilisateurs de smartphones, c'est aussi simple et rapide, et le coût est bien moins important qu'envoyer des SMS. L'inconvénient, c'est que le problème de batterie est encore plus important, puisque là, on a forcément des smartphones, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, et donc il n'y a toujours aucun standard, et ça demande à l'utilisateur d'installer une application. Donc quand on est Facebook et que notre application est préinstallée sur quasiment tous les téléphones, ça ne pose pas trop de problèmes. Si on est une petite boîte, pas sûr que tout le monde veuille installer une application juste pour pouvoir se connecter à notre site. Alors, je vais ensuite parler d'un autre standard, donc, d'un autre type d'authentification et ensuite d'un standard qui implémente ce type d'authentification. Donc le One-Time Password, ou abrégé fréquemment OTP. Donc, le principe, c'est qu'il y a un algorithme qui est utilisé pour générer un mot de passe qui sera différent à chaque authentification. Donc j'ai mis une image de l'application Google Authenticator qui est une bonne implémentation sur Android d'un générateur de mots de passe suivant le standard OATH, HOTP, enfin c'est TOTP. Donc comment on calcule un mot de passe OATH? Donc c'est un HMAC SHA-1 d'une clé, donc la clé est partagée lors de la configuration de la connexion OATH. Le compteur, c'est un compteur qui dépend du type de connexion du type de connexion ATH utilisé. Donc dans le cas HOTP, c'est un compteur, dans le cas TOTP, c'est dérivé du timestamp. Et à partir de là, donc la fonction conquête, elle est définie dans le protocole, et à partir de là, on a une clé qui change toutes les 30 secondes. Et qui est, du coup, qui unique. Donc s'il
si un attaquant vole le login et le mot de passe de l'utilisateur, il n'a pas, tant qu'il n'a pas la clé secrète de son jeton OATH, il ne peut pas accéder au compte. Alors, les avantages du One-Time Password OATH HOTP et TOTP, c'est que c'est standardisé, c'est assez simple à mettre en place. Comme c'est standardisé, il y a plein de librairies dans quasiment tous les langages de programmation si vous voulez rajouter ça sur votre site web. Il y a quand même encore des inconvénients. Donc la configuration pour les utilisateurs, ça peut vite être complexe, puisque les gens, dès qu'on commence à leur parler de sécurité ou de scanner un QR code qui serait sur leur écran, ils ne sont pas forcément tous ouverts à ça. La phase de configuration est aussi très sensible, puisque lors de la phase de configuration, comme on l'a dit, comme on l'a vu, pour calculer et vérifier une clé, il faut avoir la clé en clair. Donc ça veut dire que lors de la phase de configuration, la clé est partagée en clair. Donc si l'ordinateur de l'utilisateur est vérolé lors de la configuration, sa clé est aussi exposée et la protection est nulle. Donc on est aussi vulnérable aux attaques serveurs parce que au niveau serveur, on est obligé d'avoir aussi les clés dans sa base de données. Donc si la base de données est compromise, les clés OATH le sont aussi. Mais de toute façon, les attaquants, s'ils ont accès à la base de données, ils n'ont pas forcément se connecter au site. Ils ont directement toutes les données dont ils ont besoin. Et ça nécessite un générateur qui, en général, a une batterie. Il y a aussi des applications sur l'ordinateur. Alors, maintenant, je vais parler d'un autre type d'authentification forte. Donc là, c'est une authentification forte par clé physique. Donc je vais parler du standard FIDO-U2F. Qui a déjà entendu parler de ce standard? Pour beaucoup moins de personnes. Donc le standard FIDO-U2F, c'est un standard qui a été créé par la FIDO Alliance. Donc la FIDO Alliance, c'est un consortium d'entreprises dans le milieu du web. Donc il y a Google, il y a Facebook, il y a énormément de grosses entreprises, il y a Microsoft, qui sont rassemblés et qui se sont dit que l'authentification forte actuellement c'est un peu le bordel, il manque un standard qui convient à ce qu'on veut faire. Donc ils se sont rassemblés, ils se sont dit qu'ils allaient faire une authentification, enfin un nouveau standard d'authentification pour utilisant des clés physiques. Donc ils ont aussi fait d'autres standards, mais là je vais parler que de l'U2F qui parle de clés physiques. Donc comment ça marche? Lors de l'enregistrement, lors d'une phase d'enregistrement, donc l'utilisateur il va sur une page dédiée. La clé, donc le site, il va envoyer un challenge à la clé. Ensuite, la clé va elle-même générer un couple de clés cryptographiques asymétriques qui sera unique au compte sur lequel est configurée la clé. Ensuite, le jeton va renvoyer la clé publique de ce jeton, la clé publique correspondant au site, ainsi que le challenge qui a été chiffré avec cette clé, qui a été signé avec cette clé, puisque le plus souvent on parle de clés en cryptographie en courbe elliptique, parce que ça permet, comme on est sur des dongles qui sont assez petits, et sur de la communication USB, c'est plus simple de faire des plus petits paquets, donc utiliser de la cryptographie sur courbe elliptique permet d'avoir des clés plus petites. Donc ensuite, le site il vérifie les données avec la clé publique et il stocke la clé publique de l'utilisateur. Et du coup, lors d'une prochaine authentification, il va générer un challenge. Le jeton va signer avec la clé privée qu'il est le seul à posséder. Et le site il va vérifier avec la clé publique qui a été enregistrée précédemment. Donc le gros avantage, c'est que par rapport à OATH, cité précédemment, c'est que même si l'ordinateur est vérolé pendant la phase d'enregistrement, comme la clé privée ne sort jamais du dongle physique, la clé reste protégée. Donc ces clés ressemblent à ça. Ou alors moi j'en ai deux autres types là et là. Bon, c'est tout petit, on ne voit pas très bien. Alors il y a plusieurs fabricants qui en font, on les trouve sur Amazon, ça coûte jusqu'à 20 €, ça doit commencer autour de 5 €, c'est pas très très cher. Et c'est compatible avec actuellement, c'est accessible avec d'autres sites, mais c'est compatible avec Google et GitHub.
Et le seul logiciel à avoir installé, c'est Google Chrome. Donc c'est assez répandu. Il suffit d'avoir Google Chrome, on achète sa clé et on peut la configurer sur son compte Google. Alors les avantages que j'ai dit, c'est que c'est standardisé. On utilise un matériel dédié, on n'utilise plus le téléphone, donc il n'y a plus les problématiques de batterie. C'est assez peu coûteux. Et il y a aussi une bonne résistance au phishing. Parce que dans le protocole, comme le navigateur, il entre en jeu dans l'authentification, puisque c'est le navigateur qui va communiquer avec la clé pour faire tous les échanges. Le navigateur, il va lui-même vérifier que le site web visité correspond à la clé qui est demandée. Donc si le site, je sais pas, si un site de phishing va demander une authentification avec une clé venant de Google, bah le navigateur lui-même va bloquer. Ce qui est déjà une bonne chose, puisque les URL de phishing sont de plus en plus compliqués. Ils vont faire un google.com.toto, leur URL de phishing, et les utilisateurs qui ne font pas attention, bah, ils peuvent facilement se faire avoir. Il y a quand même encore quelques inconvénients. Donc la phase de configuration est un peu complexe, même si l'utilisateur fait la démarche d'acheter une clé, il est un peu sensibilisé à la sécurité. Et donc la phase de configuration ne va pas le rebuter. Donc un autre inconvénient, donc le matériel dédié que j'ai mis dans les avantages et les inconvénients parce que ça demande d'acheter une clé quand même. Tout le monde ne va pas faire cet effort et c'est encore assez peu utilisé. Et compatible qu'avec Chrome. Donc si on est fanat de Firefox, on ne peut pas l'utiliser. Alors, je vais parler des limites de l'authentification forte, puisque bon, c'est quand même bien, mais ça ne permet pas de tout résoudre et de ramener la paix sur Terre. Donc ça ne dispense pas de sécuriser son site web et son serveur. Si, de toute façon, FIDO2F force le site web à être en HTTPS, qui est quand même une base si on veut faire de la sécurité si on veut un site web sécurisé. Et puis bon, si un attaquant peut facilement entrer sur le serveur, il n'a pas besoin de hacker l'authentification de l'utilisateur. Il existe quand même des attaques spécifiques, alors moins sur FIDO2F, mais sur OATH, si le site de phishing est assez poussé, il peut aussi récupérer le mot de passe à usage unique et du coup ouvrir une session ouvrir une session de l'utilisateur attaqué sur le site voulu. Ça ne dispense pas non plus de sécuriser le mot de passe de ses utilisateurs, parce que bon, si la base de données est compromise et que les mots de passe sont clairs, on se retrouve quand même à exposer les mots de passe des utilisateurs qui sont potentiellement réutilisés sur d'autres sites. Et ça demande aussi une procédure de récupération de compte un peu sécurisée, puisque bon, si un attaquant peut très facilement jouer la procédure de récupération de compte et gagner l'accès au compte, on a perdu les avantages de l'authentification forte. Alors en attendant, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qu'on peut faire, puisque tous les sites ne proposent pas d'authentification forte. Donc j'ai mis cette image du KCD qu'on voit assez souvent. Donc en gros, c'est un résumé de comment faire un mot de passe fort, je ne veux pas la relire dans le détail, ou en petit, on utilise un gestionnaire de mot de passe. Donc il faut juste sécuriser ces mots de passe. Je suis à 15 minutes, donc voilà. Comment est votre authentification? Est-ce que vous avez des questions? Merci. Alors, je rajouterai un petit détail. Si vous êtes intéressé par le protocole FIDO2F et que vous voulez essayer ou même utiliser, j'ai des clés gratuites là. Il y en a beaucoup. Vous pouvez vous servir si vous voulez essayer. C'est cadeau. La clé, il faut une clé qui nous est personnelle ou il faut une clé par service? Alors la clé est vraiment liée à l'utilisateur. Avec une clé, on peut se connecter avec autant de services qu'on veut et autant de sites que l'on veut sur ces services. Enfin, autant de comptes que l'on veut sur ces différents services. D'autres questions? Concernant l'authentification en mode push Facebook, j'ai pas compris le système d'authentification fort, puisque pour se connecter sur Facebook, seul notre mot de passe suffit. Et après, on peut se connecter sur tous les sites. Donc c'est pas spécialement une... C'est pas exactement ce que j'ai décrit. Ce que j'ai décrit, c'est quand on se connecte sur Facebook avec un navigateur qui n'a pas été préenregistré,
il va faire un push sur l'application. Et si on a aussi l'application mobile Facebook d'enregistrer sur son téléphone avec son compte Facebook, il va faire un push sur l'application Facebook avec une notification. Est-ce que vous approuvez cette connexion? En attendant, sur le navigateur, ce sera marqué de patienter ou de valider la connexion. Et donc, tant qu'on n'aura pas validé la connexion sur son téléphone, on ne pourra pas accéder via l'ordinateur qui est à côté. Mais ça, un mot de passe suffit, même pour mettre, demain, je connais votre mot de passe, je peux mettre votre compte Facebook sur mon mobile, et donc à partir de ce moment-là... Alors, oui, ça ne dispense pas de... Facebook, il propose aussi d'autres méthodes d'authentification, en fait. Donc, ça présuppose que le téléphone est que le compte Facebook est sécurisé par un autre moyen d'authentification. Et du coup, le téléphone, lorsqu'on l'a configuré, on a utilisé l'autre moyen d'authentification. Concernant le protocole Filon 2F, vous avez dit qu'il vérifie l'authenticité du site web. C'est une vérification au niveau du certificat, c'est une vérification DNS, comment est-ce qu'il vérifie? Je pense par exemple au DNS spoofing, on disait que le PC est verrouillé, il suffit de modifier le fichier host déjà pour faire du DNS spoofing. En fait, la vérification se fait au niveau du certificat SSL. Après, de toute façon, si l'ordinateur est verrouillé, rien n'empêche l'attaquant de modifier le Chrome pour qu'il accède à d'autres comptes, pour que le Chrome accepte des connexions qui ne viennent pas de sites véridiques. Et bon, ça présuppose d'avoir à la fois un site de phishing et un ordinateur verrouillé. Oui. Non, c'est juste, en fait, c'est pas une question, mais plus un commentaire qui répond aussi à cette question. En fait, l'ANSSI a fait une étude de sécurité du protocole I2F en début d'année, et on a fait une conférence, dans une conférence concurrente, au STIC à Rennes en juin. Et grosso modo, nos conclusions sont que c'est un protocole qui est robuste et qui est fiable, a priori. Les seules vulnérabilités qu'on a trouvées, ou les petites faiblesses, se situent au niveau de l'USB. En fait, le protocole USB en lui-même est pas incroyable, on va dire qu'il y a des moyens de faire des choses avec, mais grosso modo, c'est un mécanisme d'authentification qui est plutôt assez robuste. Et pour répondre à cette question sur la vérification du nom de domaine, en fait, il y a effectivement une première vérification qui est faite à l'intérieur du navigateur, et il y a une seconde vérification qui est faite à l'intérieur du token, et le token refusera d'utiliser une clé pour un site A si jamais le navigateur lui dit que l'utilisateur est en train de naviguer un site B. Donc il y a une double vérification. Merci pour les compléments. Alors je peux vous faire, vu que j'ai un peu de temps encore, je peux vous faire une démo. Ah, quoique, oui, 23 minutes, j'ai encore du temps. Alors je vais vous faire une démo du 2F. Alors là, j'ai une clé d'écriture qui est commercialisée par Yubico. Ils la vendent assez cher, je crois que c'est plus de 50 balles quand même. Alors je vais la brancher, c'est une clé qui a un bouton. Alors là, c'est un site qui est proposé par Yubico qui permet de faire un test de clé I2F. Donc on va passer par la phase d'enregistrement. Donc je vais créer un compte SD. Donc j'ai déjà créé un SD16 pour tester. Donc je vais mettre un SD16.2. Le mot de passe, je vais mettre la même chose. Alors, là, il me demande d'appuyer sur le bouton de mon device I2F. Donc, c'est un peu petit, mais en gros, le device va clignoter. Me demandant d'appuyer dessus, j'appuie dessus. Et c'est bon, je suis enregistré. Donc, c'est quand même assez simple pour l'utilisateur. Il a même reconnu que c'était un YubiKey Edge. Pour me connecter, c'est similaire, donc je me connecte avec mon login et mon mot de passe. Le site va me demander d'appuyer sur mon device qui se met à flasher, donc j'appuie dessus. Et mon authentification est réussie. Donc les clés que je distribue gratuitement, le fonctionnement est assez similaire. Alors je vais le faire avec celle-là. La différence, c'est que sur ces clés-là,
il n'y a pas de bouton. Donc il suffit de la brancher. Donc je branche ma clé. Hop, j'ai été reconnu. Ils ont même reconnu le fabricant, qui n'existe plus. Ils n'ont pas viré. La connexion, donc là il faut retirer sa clé et la rebrancher, donc ça demande quand même d'avoir un port USB à proximité, mais bon, pour tester c'est très bien, et c'est des devices qui sont certifiés. Donc je branche ma clé, et il a reconnu que connecté avec mon device. Alors un device peut être connecté à plusieurs comptes, on peut aussi, ça dépend du service, mais on peut aussi connecter plusieurs devices à un même compte, si on veut avoir un device si on va avoir une clé en double au cas où on la perdra. Voilà. Merci Nicolas pour ces précisions. Je suis content, tu es la première conférence que j'arrive à voir vraiment aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui reviennent après la démonstration? Oui. Alors, moi j'ai une petite question. En fait, sur toutes les méthodes d'authentification fortes qui sont proposées, c'est laquelle qui a le plus tendance à se démocratiser et que les utilisateurs en fait, ont tendance à utiliser? Parce que, au niveau des contraintes, tout ça, c'est... Alors, la méthode d'authentification qu'on voit le plus, c'est par OATH, HOTP, TOTP. Parce que je pense, ça ne demande pas de matériel dédié, donc c'est assez simple pour les utilisateurs. Ça demande juste un smartphone qui peut prendre des photos pour la phase de configuration. C'est vraiment celle qu'on voit sur le plus de sites qui est proposée. Oui. Oui, en complément par rapport à ce que vous disiez sur l'authentification proposée par Google, côté logiciel sur smartphone, il y a, je crois, l'équivalent côté Microsoft, j'en ai une en tout cas, qui a l'air de fonctionner à l'identique. Est-ce qu'ils se basent sur les mêmes protocoles ou c'est simplement, je dirais, le même principe d'avoir une application? Est-ce qu'ils utilisent, par exemple, les protocoles standards? Donc, dans Microsoft, ce sera étonnant, mais est-ce qu'il y a quelque chose de normalisé là-dessus? Je ne sais pas du tout, ça dépend de ce que vous utilisez. Microsoft Authenticator. Je ne connais pas. Ça ressemble à quoi? C'est un générateur de clés ou c'est... Ça génère une clé quand on veut se connecter à un compte Microsoft, on pense que c'est pour du Skype, il génère une clé à l'instant T sur mobile. D'accord, et c'est une clé qui change régulièrement. Donc il y a de très fortes chances que ce soit une clé OTP, une clé OATH. En fait, je sais que Microsoft propose OATH, TOTP pour son truc de messagerie, j'ai oublié le nom. Live, oui, Live, il propose TOTP, donc ça doit être ça. Donc ça veut dire que ça, on tente peut-être vers une norme TOTP en soi c'est déjà une norme, c'est juste que c'est vraiment, elle est de plus en plus utilisée, elle est proposée par énormément de sites web. Et même s'ils ne le montrent pas toujours aux utilisateurs, ils ne proposent pas toujours aux utilisateurs un moyen de le configurer sans passer par leur application d'été. Les deux, c'est-à-dire voilà, donc le monsieur dit qu'on peut utiliser aussi, donc on peut le configurer par une façon tierce. On peut le configurer une application tierce. Voilà, merci. Donc vous pouvez faire que j'ai des dongles 2F gratuits là si vous voulez. Merci à toi Nicolas, je pense que vous pouvez le réapplaudir.